Ok, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors, nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous avons l'occasion de recevoir trois invités, d'excellents invités déjà. Je vous le dis à l'avance parce que vous allez profiter de leur expérience avec tous les éléments qui vont vous apporter concernant cette nouvelle bourse d'études. Aujourd'hui, on va donc justement parler des bourses doctorales de UM6P et ils vont entrer dans les détails nécessaires pour cette bourse. Alors, nos invités, nous avons notamment quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est le docteur Yaya Etiabi. Donc voilà, il est PhD en Computer Science. Et également, nous avons Bruno. Bruno, en fait, c'est un PhD student, évidemment, un étudiant en thèse à the School of Applied Physics. Et évidemment, avec son expérience, il va nous expliquer dans les détails comment il a fait pour obtenir sa bourse, voilà, quels sont les éléments importants à savoir pour se préparer à un tel programme. Donc, vous aurez vraiment la cerise sur le gâteau avec l'expérience de Bruno. Et enfin, on a également un invité assez exceptionnel également, Monsieur Jai, donc Papa Alioune Jai, qui est également PhD student de AgroBioscience, en fait. La bioscience, il va très bien vous expliquer ce que c'est en détail, mais c'est dans l'agrobioscience, voilà. Donc, il va revenir là-dessus. Et vous allez également profiter donc justement de son expérience dans ce domaine-là et toutes les techniques qu'il va vous présenter concernant son programme et comment il fait pour obtenir justement sa bourse d'études et avec tout le nécessaire. Alors, je vais passer la parole maintenant à Pérez, qui va essayer de vous faire une petite introduction également en anglais, en langue anglaise. Et ensuite, nos invités auront la parole pour dérouler dans le détail, en fait, cette bourse d'études. Alors, Pérez, tu as la parole. Oh, thank you so much, Sandra. Hello, family. This is another session of Study Abroad. Like you already know, Study Abroad was designed by SFO to ensure that you know that these scholarships exist. And most importantly, we bring you people from around you, people that you know, people that are either from your country or from from your municipality or have shared the same economic situation as you, so that you know that it's not rocket science, it's not magic, it's just about strategy. So today we are privileged to have three scholars from the University of Mohammed VI Polytechnic, which is in Morocco, and they are all from diverse backgrounds. And the beauty about today's session is that we are merging an old, that is Dr. Yaya, that just recently defended his PhD in computer sciences, and then an intermediary, that is Papa Lyunjai, who is in his third year because the university has its own schedule about PhD. He's about leaving too. And then we have Bruno, who got in just last year and is preparing to get into his second year, I think from October, if I'm not mistaken. And this is going to be an NVC session because now you can see not only when to get in, how to get in, but also you can see how you progress in order to make it like Dr. Yaya, because of course PhD is not an it's not an easy journey, and you are free to ask your questions. But for the moment, let's give the floor to Dr. Yaya to tell us a little bit more about the PhD programs that EM6 offers. Dr. Yaya. Oui, merci beaucoup Sandra et Pérez. Euh, Bonjour à toutes et à tous et mes salutations distinguées à mes co-panélistes aussi, à Lyon et Bruno. Donc, sans plus tarder, je crois que les présentations ont été bien faites. Je vais présenter brièvement c'est quoi euh, les opportunités de thèse au niveau de l'UM6P. Pour reprendre la blague d'une demoiselle, ça va aller très vite cette présentation parce que c'est juste un aperçu. Après, voilà, avec les questions pour des réponses plus spécifiques. Et la composition du panel aussi est telle que, voilà, vous aurez certaines spécificités. Donc là, je vais donner dans l'ensemble
ce qu'il y a. Et voilà, mes co-panélistes vont donner le détail par rapport à leur programme. Donc, on a beaucoup de programmes, voilà, mais on ne peut pas amener tout le monde, mais ils vont donner ces spécificités-là. Et voilà, pour les autres, vous allez poser vos questions ensemble, on va essayer de voir. Donc, maintenant, je vais juste partager mon écran. Alors, si je passe en full screen, est-ce que vous voyez? Hmm, ouais. Oui, c'est parfait. OK, super. Donc, voilà. Aujourd'hui, la session, c'est par rapport aux opportunités de thèse au niveau de l'UM6P. Donc, on va s'intéresser spécifiquement voilà, au centre des études doctorales, voilà, parce que c'est l'entité concernée. Mais dans l'ensemble, on aura comme contenu donc un aperçu de l'université dans son ensemble et de l'entité CEDOC, donc programme doctoral, ensuite les différents programmes qui existent, les différents programmes de thèse, puis l'appel à candidature en cours, donc on aura un aperçu de cela, et aussi le processus d'admission, donc comment postuler toute la timeline qui va avec. Et voilà, on choisit un sujet, mais l'environnement aussi est important, donc brièvement, voilà, un aperçu de ce qu'il y a. Et euh, la dernière partie, c'est voilà, la partie où on va répondre à vos différentes questions. Et bien sûr, avec des conseils qu'on pourra vous donner par rapport à ces opportunités. Donc, l'UM6P, c'est à l'université Mohamed VI Polytechnique, située à Benguiri au Maroc. Donc, c'est une très jeune université qui se positionne, en tout cas qui se veut leader en matière d'éducation, de recherche et d'innovation sur le continent africain. Donc, c'est la vision qui est là. Et donc, là, c'est un modèle émergent et le travail est fait vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est une université qui porte en elle un certain nombre d'avantages. J'ai tout de suite parlé de la jeunesse et l'ambition qui est là. Donc, il y a des actions concrètes aussi pour pousser sur cette trajectoire-là. Et cette université met un point d'honneur sur la recherche, donc ce qui nous concerne directement voilà, dans cette interaction. Et il y a l'innovation aussi qui est un pilier essentiel au sein de cet écosystème. Surtout le, la philosophie de la solution africaine pour l'Afrique. Ça fait partie voilà, de la philosophie et donc on peut dire, voilà, ça, faire une recherche là-bas, ça pourrait être en ligne de mire avec les problèmes du continent. Encore une fois, ce sont les ambitions de l'université. Je vais passer à l'étape suivante, mais je crois qu'on a eu déjà une présentation sur l'université avec les différents programmes de master, de licence et autres. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez vous référer à l'ancienne session ou en tout cas contacter un des membres du SFO qui va vous voilà, guider vers ça. Donc là, si vous voyez un très grand nombre de programmes, c'est très diversifié, mais encore une fois, puisqu'on ne va pas rentrer dans les spécificités, ça a déjà été donné dans une session précédente. Ici, on va se concentrer sur le Centre des études doctorales, donc le CEDOC. Donc, au niveau du CEDOC, voilà, c'est l'entité qui gère le côté recherche. Vous savez, les universités, quand vous entendez telle université, elle est classée top 1, top 2, top 5 ou même top 100 dans le monde. Une composante essentielle dans ce classement, c'est en fait la qualité de recherche. Donc, et bien sûr, le corps professoral qui y est attaché. Et bien sûr, avec, même si on le dit très peu, les doctorants qui sont dedans, donc vous et moi, voilà. Bon, même si moi, il vient de sortir de celui-là. Euh, donc, actuellement, au niveau de l'UM6P, on a, euh, on va dire, depuis 2017, donc vous allez remarquer tout de suite la jeunesse de l'université. Donc, depuis 2017, où les recherches ont vraiment débuté, voilà, l'université compte à ce jour plus de 3220 publications. Donc, ces chiffres sont bien sûr mis à jour régulièrement.
Mais voilà, la dernière publication du CEDOC donnait ces chiffres-là. Actuellement, c'est beaucoup plus que ça. En termes de corps professoral, il y a, on va dire, plus de 240 membres professeurs permanents. Et en termes de doctorants, je crois que avec le dernier recrutement, c'est à 1000 maintenant. Donc voilà. Euh, Quand ces résultats ont été publiés, donc c'était plus de 720, mais avec le dernier recrutement, on est à plus de 1000. Et un grand nombre de projets de recherche et de partenariats de recherche, parce que voilà, le partenariat, c'est très important aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il n'y a pas que la recherche, parce que si on cherche pour chercher, ben, en fin de compte, où est-ce qu'on va? Donc, il y a un volet innovation qui est intéressant à prendre en considération, et c'est un des piliers aussi, voilà, de l'université. Donc, en parallèle ou en tout cas en conjonction avec la recherche, il y a l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas parce que vous êtes déjà que vous serez mis à côté sur ce volet-là, ça fait partie de l'écosystème. Donc, en termes de programmes de recherche, il y a un certain nombre de clusters et dans chaque cluster, on trouve différents programmes de recherche. Donc là, par exemple, on a le cluster de Humanities, donc on va dire les sciences humaines, où vous avez des programmes de thèse en économie, en sciences politiques et en sciences comportementales et sociales. Il y a le cluster business, où il y a voilà, des programmes de thèse en management et tout ce qui est sciences organisationnelles. Et last but not least, le cluster le plus grand, je crois, c'est Science and Technology, donc la science et la technologie. Donc là-bas, tout ce qui est lié à la technologie, à l'ingénierie, vous allez trouver. Donc ici, ça c'est voilà, le pôle de recherche, on va dire. Mais à l'intérieur, on a beaucoup d'entités de recherche, d'unités de recherche, des écoles. Donc, encore une fois, la liste mise à jour est directement accessible au niveau du CEDOC. Ici, par exemple, il y a d'autres structures qui se sont ajoutées, qui ne sont pas mentionnées, mais déjà, vous voyez qu'il y a un grand nombre d'entités parmi lesquelles vous pouvez sans doute trouver voilà, celle qui conviendrait par rapport à votre profil. Donc, voilà. Maintenant, actuellement, il y a l'appel à candidature en cours. Euh, donc, qui doit se terminer normalement le 15 juillet. Voilà. Donc, pour cette année, ça doit se terminer le 15 juillet. Mais ce qu'il faut savoir en général, au cas où vous n'êtes pas en train de postuler cette année, c'est que la période d'appel à candidature, c'est entre mai et juin. Donc, c'est la période où on fait l'appel à candidature. Et en général, en fonction voilà, de la date de lancement, la deadline aussi, ça varie entre mi-juillet, fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc, ça, c'est parce que c'est périodique, c'est cyclique. Chaque année, c'est pareil. Mais la période, voilà, il y a des petits shifts. Il faut juste garder ça en tête au cas où vous ne postulez pas cette année. Et vous pourrez vous rendre en fait sur le site même voilà, du CEDOC pour voir encore beaucoup plus d'informations. C'est cedoc.umc6p.ma. Et bien sûr, si vous partez dans la section application. Donc, vous allez voir tout ce qui est relatif à l'appel à candidature. Et il y a aussi, je crois que je vais vous montrer un screenshot à la fin. Donc, juste consulter le lien et puis vous montrer. Euh, alors, il y a ce QR code que vous pouvez scanner déjà pour voir les offres qui sont là. En fait, il y a deux sites. Il y a le site du CEDOC où on a toutes les informations par rapport au déroulement de la thèse, les conditions d'admission et autres. Et en parallèle, la plateforme où la candidature s'effectue réellement, c'est une plateforme séparée, mais que vous pouvez accéder à partir voilà, à partir de la plateforme principale du CEDOC. Donc, si vous scannez ce code, par exemple, ça vous amène directement à ce portail de candidature où vous avez des sujets qui sont postés. Quand vous cliquez là-dessus, voilà, vous pouvez voilà, renseigner les informations qui sont demandées et puis voilà, envoyer votre candidature. Euh, Maintenant, pour ce qui est de l'admission, je vais rappeler ici brièvement ce qu'il faut. Bien sûr, c'est un programme doctoral, parce que oui, c'est le focus ici. Donc, pour pouvoir postuler à ça, il faut
un diplôme de master dans les domaines qui sont, voilà, relatifs au sujet de thèse proposé. Donc, en tout cas, c'est le background qu'il faut avoir. Donc, vous avez qu'il y a plusieurs programmes, donc plusieurs domaines. Donc, en fonction du domaine, vous pouvez postuler. Mais l'essentiel, c'est d'avoir votre master. Donc, peu importe le domaine, vous allez chercher maintenant la correspondance lorsque vous voulez candidater. Euh, donc, autre considération, c'est que euh, ce que le CEDOC recommande, c'est de postuler à maximum 2 sujets. Parce que quand vous partez, vous allez trouver beaucoup de sujets, en fait. Il y aura beaucoup de sujets. Donc, la tentation sera peut-être trop grande de postuler à ça, 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 parce qu'ils reçoivent les dossiers en masse. Et puis, voilà, il y a les profs qui vont examiner les différentes candidatures. Mais voilà, en tant que TESA, dans la même institution, tu envoies plusieurs candidatures avec des motivations différentes. Bon, ça fait pas très sérieux aussi, soyons clairs là-dessus. Yaya, est-ce que tu peux nous donner 1 minute pour juste faire un petit recap par rapport Oh, au dernier slide, puisque vous êtes en train ok, d'aller dans les endroits un peu plus d'accord, d'accord. très, très difficiles. Donc, on va rentrer un peu dans les numéros de IM6P et puis parler un peu des clusters là. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer derrière? Donc, the last 2 slides. One again. One. Yes. So, non, pas ici. Rentre juste l'autre si on a déjà fait ça. Non? Devant, devant. Ah, ok, ok. Here? Oui, ça. Ok. Okay, for those that are English speaking, um, I would just like to do a recap because Yaya is going to more intense discussions. So, in summary, this is what UM60 is. UM6P is a nascent university that was founded in 2017, and its main goal is to curate research that can solve Africa's problem, starting from Morocco and then broaden out to Africa. And since its creation in 2017, the UM6P ecosystem counts over 3,222 scientific publications in peer-reviewed journals, and it has 240 permanent faculty staff. Just to give you highlight as in the support system that exists to ensure that you don't only get into a PhD, but that you actually complete your PhD in time with the right support. Now we also have 720 PhD students, which if your professor does not have all the adequate time, you always have PhDs or peers that are around that can support you. We have research projects, over 300 research projects since 2017. The institution also have more than 100 research partnerships. That implies that you don't only study in this university, you also have the opportunity of collaborating with other universities because they share projects with some other universities. But most importantly, the university has an innovation and entrepreneurship program, which entails that your project can be as well as sweet for a thesis as it is for an industry, which means your your thesis can be converted into a project, an entrepreneurship project that may yield, let's say, a startup. And within the ecosystem, there are 16 entrepreneurial support systems that cannot be listed all through in this presentation, 20,000 people impacted within the projects that were developed in this entrepreneurship cluster, 500 project holders and startup supported, that is within UM6P and other startup institutions or other startups that depend on the UM6P framework for support. 150 startups created within UM6P and 50 African and from these persons are from 15 African countries, which means there is a cultural diversity that enable research to also thrive. The next slide, please. Now, within the PhD programs, there are a lot of PhD programs like we earlier highlighted. But the PhD programs are structured in 3 aspects. That is, there is the cluster for humanities, which has PhDs in economics of various topics, PhDs in political sciences, PhDs in behavioral and social sciences, for those that are interested in these areas. And then there is a cluster for business, that is PhD in management and organizational behaviors, which you might see African Business School, Collective Intelligence, Institute for Education, and then there is a hospitality school also under the cluster for business. Then for the cluster for science and technology, that's PhD in science, technology, and engineering,
you have a lot of schools that I cannot mention. And I think we can move to the requirements that we need. So applications normally open from May to June and normally close from the 15th of July. Of course, programs vary, which means some applications may either open immediately in May, some might open in June, and then might have to close earlier. So you would need to go to the SEDOC application portal or go directly to SuccessFactors if you have access in order to scroll through all of the programs, ensure that you read the programs, and then find those that are interesting to you. Like Yaya said, every year, the university offers over 100 PhD subjects that one or two might interest you, and you simply need to put your CV to tie with it. Next slide, please. Next slide. Uh, this is the So, next slide. yes, next slide. Okay, Uh, no, 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 no. I Okay, the was here other. actually. Okay, the Yeah. admission. So for the admission, you need to have a relevant master's. That is, if you're applying for economics or social sciences, you should be able to show that you have a master's in it. If not, it will be difficult for the SEDOC team to evaluate whether you are competent to carry out research within this particular area. And then you should apply at maximum for two subjects. And as Yaya is an expert, he just completed his PhD. It is advised not to apply for more than two because it says that you are not serious. And most importantly, ensure that while applying for subjects, you should apply for subjects that are related so that your motivation does not vary. I know that you might be tempted to maybe apply for more, but you saying that you are so inspired to carry out, to innovate in computers, and then seeing that you are so excited to innovate in, let's say, data science. Of course, they are related, but data science it might be data science applied to the environment, and data science applied maybe to agricultural problems. Those two persons are different, and their motivations also are different. So you cannot say you're interested in the two. Now you should have your CV, and if possible, research publications is going to play for your own good. You should have cover letters, academic record that is certified transcripts and diplomas, certified copy of your identification or passport. Of course, you cannot be applying for an international program and not have a passport. Then two letters of recommendations or an email of the recommenders. And most importantly, project proposal. It might be maybe your master's thesis that you have retooled or something that is in line with the project at hand. I think Yaya can continue from here. I hope I was not too Ok, thank you, fast. thank you. Yeah, je crois que je m'ai un peu même dépassé ici. Donc, ici, par rapport aux documents, donc en fait, la liste des documents ici, c'est une liste assez exhaustive, mais en fonction des programmes, de votre situation, ça peut en fait varier. Hein, pour quelqu'un qui est déjà, voilà, au Maroc, n'aura pas besoin forcément voilà, du passeport, ça va être ID card. Et certains profs peuvent demander, sur certains sujets, on peut demander juste une lettre de recommandation. Mais ceci, c'est pour vous préparer à tout ce que vous pouvez rencontrer. Donc, avoir tout ça en tête et en fonction de en fonction du programme auquel vous candidatez, donc vous allez avoir euh, les documents finaux à soumettre. Donc, en gros, donc, vous avez besoin d'un CV, voilà, maximum 2 pages comme ça. Si vous avez voilà, déjà publié, parce que c'est un peu rare dans le système francophone, mais les anglophones, par exemple, avec leur bachelor et tout, normalement, ils font des travaux de recherche et ils publient. Donc, s'il y a ces trucs-là, ça renforce votre profil en tant que chercheur. Donc, j'en profite pour donner un petit conseil. Donc, que vous soyez en master, si vous êtes en master, en fait, intéressez-vous au projet de recherche de vos superviseurs. Voilà. Bon, enfin, c'est pas une invitation à se faire abuser aussi, mais quand vous participez à ce genre de projet-là, donc vous pouvez être cité comme co-auteur, vous contribuez, voilà, que ce soit pour collecter des données, pour faire des petites analyses qui entrent bien sûr dans votre domaine de compétences. Vous pouvez être cité comme co-auteur. Et donc, quand vous cherchez en fait la thèse, ça joue en votre faveur. Donc, ça, c'est un conseil entre parenthèses. Et bien sûr, il faut une lettre de motivation. Et la lettre de motivation, voilà, éviter d'avoir des lettres voilà, très générales. Je suis très passionné par quoi, quoi, quoi. Non. Là, il y a un sujet qui est là, qui est bien défini.
toi aussi, tu n'as pas une compétence généraliste, donc tu as quand même, au moins, si tu as un diplôme, ça veut dire que c'est une attestation de tes compétences sur un thème donné. Donc, tu combines ça pour faire une lettre de motivation assez spécifique pour faire la candidature. Et voilà, les relevés de notes, des documents d'identité, donc carte d'identité si vous êtes sur place ou passeport depuis l'extérieur, les lettres de recommandation, donc c'est soit des lettres que vos profs vont vous envoyer ou des fois, si vous allez envoyer des contacts. Mais en général, dans le système UMCSP, c'est plutôt des lettres que vous allez soumettre directement. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à contacter vos profs pour leur demander des lettres de recommandation. Et essayez de donner le maximum de contexte aussi pour qu'ils puissent vous faire des lettres de recommandation assez spécifiques. Et non pas juste dire, cet étudiant est un étudiant brillant que j'ai tenu ici. Ça va être ça. En fait, ça perd toute sa valeur. Parce que la recommandation, c'est que le prof doit pouvoir parler de toi, de tes compétences, de ce qu'il y a eu à faire à toi et pourquoi tu es le candidat idéal pour le sujet pour lequel tu es candidat. Du coup, le contenu doit être vraiment spécifique sur des trucs spécifiques que tu as fait ou des qualités en tout cas spécifiques que le prof reconnaît en toi et qui sont nécessaires voilà, au programme de thèse pour lequel tu candidates. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le research proposal. Donc, euh, tous les sujets, dans tous les sujets, c'est pas demandé, mais il faut vous y préparer. Donc, ça pourrait être demandé. Donc, voilà pourquoi, en fait, le panel, il est varié. Donc, vous allez voir, voilà, chacun va parler de comment ça se passe dans son département. Et voilà, ça va vous donner une idée globale aussi de, voilà, comment ça se passe. Donc, ça, c'est la timeline, on va dire, de comment ça se passe. On commence normalement par la candidature, ça se passe en ligne. Donc, l'ouverture, c'est la période de mai jusqu'à juillet, fin juillet, on va dire. Donc, vous, ici, vous soumettez tout ce qui est demandé pour les programmes, pour les différentes candidatures. Et voilà, en fait, comme je le répète encore, les procédures sont un peu différentes d'un département à l'autre, mais la plateforme, elle est unique pour initier en fait les candidatures. Après, le reste, que ce soit les documents, l'ensemble des documents demandés ou bien de cette timeline-là, ça dépend en fait des départements. Donc, pour certains, par exemple, il y a des tests écrits qu'ils passent après l'étude de dossier, parce que si, lorsque vous soumettez, c'est étude de dossier qu'on peut faire. Donc, par la suite, des fois, il y a des tests écrits. C'est pas dans tous les programmes. Mais en général, on a étude de dossier après la candidature en ligne, puis interview. Ça, quand même, c'est une constante. Voilà. Si vous passez l'étude de dossier, vous allez forcément faire, voilà, une interview. Donc, après l'interview, bien sûr, la décision finale va tomber. Donc, encore une fois, on donne des intervalles ici parce que, voilà, les résultats ne sortent pas le même jour. Donc, c'est au fur et à mesure. Et ce qui est sûr, c'est que le programme, il commence en octobre. Donc, si en octobre, par malheur, vous n'avez pas reçu de réponse, alors que vous étiez dans le processus, là, ça voudrait dire qu'on a oublié de vous notifier, par exemple. Sinon, le programme, il commence en octobre. Donc, voilà de ce qui est de l'agenda, le programme. Maintenant, la vie sur le campus. Donc, parce que c'est bien de faire la recherche, mais il faut aussi faire la recherche dans un corps sain, avec un esprit sain. Donc, voilà, il y a un ensemble de programmes tout autour. Euh, Certains pour renforcer vos compétences techniques, d'autres compétences sociales. Voilà, donc c'est un mélange de tout. Par exemple, vous avez le Language Center. Le Language Center parce que vous allez faire la thèse. Donc, vous touchez à un domaine où l'anglais est prédominant. Donc, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, par exemple, ça veut dire que vous serez en en étroite relation avec le Language Center pour rehausser un peu le niveau. Donc, ils ont des programmes dans ce sens-là. Voilà, les bibliothèques, bon, ça c'est pas une particularité, c'est presque commun, voilà, à toutes les universités. Il y a aussi Career Center, mais bon, ça c'est beaucoup plus en faveur des étudiants. Euh, on a le département du sport, donc voilà, un corps sain
pour mieux voilà, faire sa recherche. Donc, il y a des salles de sport bien équipées que vous pouvez utiliser voilà, dans vos routines quotidiennes. Il y a cette entité qu'on appelle SOL, Students Organization, Leadership and Engagement. Donc, c'est en tout cas, c'est un organisme qui est là pour supporter la vie des étudiants sur le campus. Doctorants, c'est étudiants, hein, donc voilà, ça fait partie. Et bien sûr, il y a aussi ces initiatives-là qui vont avec les enjeux du moment, donc Sustainable Development. Si, bah, en tout cas, je vous le souhaite, si vous intégrez l'université, vous allez beaucoup en entendre parler. Donc voilà, il y a aussi des trucs, voilà, on a l'icône de la musique, ça saute aux yeux ici. Donc voilà, pas pour dire que, sauf si vous aimez passer du temps uniquement sur le travail, mais sur le campus, en tout cas, euh, vous pourrez vous divertir, autant vous divertir que travailler, voilà. Je passe. Encore une fois, il y a une vidéo qui a été, on a déjà fait une session sur l'université. Pour ceux qui sont en recherche de licence ou de master, vous pouvez vous référer à ça pour voir en fait l'ensemble des propositions, des opportunités que vous avez à ce niveau. Voilà, c'était brièvement ce que j'avais à partager sur l'université. Euh, c'est pas. OK. Je voulais aussi montrer l'interface du site, mais peut-être Pérez va faire un débrief avant que je ne continue. Ou bien c'est bon. Ouvrir ton micro. Pardon? Sorry, I'm in a public Ah, space, so I had to close my mic. So OK. thank you so much, Yaya, for the presentation. I think we'll just go 2 slides behind so that I can talk yes here. For those that are English speaking again, SFO, we try to be a bilingual um, program. The SFO study abroad tries to be open to both those from the English section and French section. I'm just highlighting. And most most videos you always see videos on English, and we really thought that the videos on French are absent. That's why we're having a lot of French speakers, not because we do not want, but because there are also talents in the French subsection of Africa. So let's go back to the admission timeline. The admission timeline is such that online application starts from May to July, as has been mentioned before. And then for some programs, you will need to write a written test. I don't know if it's a language written test or it's a proof that you can do research. Yaya is going to tell us more about it. Then we have interviews. In the interviews, you need to prove that at least you are the ideal candidate. Maybe you lied in your CV and a big professor wrote a recommendation for you and it went through. They want to verify a second time that you are actually that the guy for the job. So in July or August, immediately they are done looking at the application, they'll choose a few people. It might be among the lucky ones or not. Does not mean that your project is not good. Then you have final decision by August to September. Of course, it's 1 month and then the program starts, which is a little bit strange, but the beauty with Morocco is in most countries, you have a visa in 2 weeks. Some people are lucky to have it in 3 days. So while doing your application, you should also be preparing by faith that it might be you. So just be looking at it. But if it does not happen by October, you should know that either they forgot to inform you or your program is due. But by the end of October, if it's not, then you should know by default that it's possible that you are not the guy for the job. The next slide. Then once you're in the university, there are other programs that ensure that you survive. Like Yaya is speaking in French, but you should have seen Yaya in his presentation for the defense. He was speaking English like he's from Britain. And this is largely because of his integration within communities here and organizations like the language center that helps to boost people who have a lower level of English or other languages to have the right level that is required to pursue a scientific career. Then we have the career center that has programs on science, culture that help also to broaden your horizon and to mix with other people to gain different perspectives. For some people, it helps. For some people, they like staying in their rooms and
it's not really helpful. They like just working. Career Center also organize job search, personal development seminars, and bridges for industries. There's also recreation. I mean, while Yaya was on campus, he used to be one of the champions in organizing sporting activities and such competitions. We also have student life with the student organization. The student organization body helps all of the international students and those even from Morocco to mix. And it helps you to have a new perspective about life. And of course, it might not be helpful here, but it might be helpful in your next job. Now, the Sustainable Development Lab also is an essential component that helps to instill sustainable environmental stewardship in every person that goes through UM6P. And of course, I think this is just the aspect of you getting to UM6P. Now you can ask questions on whatsoever comes to your mind. The three guests that we have are ready. If you're asking about the past they have, if you're asking about the present they have, if you're asking about the future, I'm sure they'll have information about that too. So the floor is open for your questions. Ok, donc on va peut-être passer la parole à Bruno qui va essayer peut-être de, voilà, dire, enfin, de donner son point de vue, sa présentation par rapport à tout ce qui a été dit par Yaya. Peut-être dans les détails, il va venir dans les détails lorsqu'on va poser certaines questions et ils vont essayer de répondre ensemble. Donc, si Bruno peut dire quelques mots, ensuite, Papa Alioune Diagne va nous va également présenter, voilà, juste donner son point de vue par rapport à tout ce qui a été dit. Et évidemment, je suggère aux personnes qui ont des questions de lever la main. Je vais leur donner la parole au fur et à mesure. Et pour ceux qui ne peuvent pas poser des questions oralement, ils essayent d'écrire leurs questions dans le chat. Pérez et bon, on va se charger de relayer ces questions. OK. Bruno. Ah, ok, merci à Sandra pour la parole donnée. Et j'en profite également pour remercier Yaya pour sa brillante présentation. Et remercier aussi Pérez pour sa traduction parce que ça aide beaucoup ceux qui sont d'expression anglaise. J'en profite également pour saluer les autres co-panélistes et ceux qui nous écoutent. Et je crois Yaya a complètement déroulé le programme et a présenté avec fidélité la vision de l'UN6. Pour moi, je pense que tout est clair, tout est dans les slides. Donc, on attend juste la phase des questions s'il y a des points à étayer, on va étayer. Bon, OK, merci beaucoup, Bruno. Euh, Quelque chose d'autre à ajouter, Monsieur Jain? Ou alors on passe directement aux questions-réponses. Oui, je pense que, bon, Yaya a vraiment bien déroulé. J'en profite aussi pour vous saluer, Madame Sandra, et voilà, tous mes co-panélistes, mon jumeau camerounais, Pérez. En tout cas, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Ah oui, vous ne trouvez pas qu'on se ressemble un peu, moi et Pérez? En tout cas, on a les mêmes lunettes, donc ça, j'en suis sûr. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Yaya. Je pense qu'il a très bien présenté et déjà, c'est un aîné, donc on ne fera que suivre son pas. Donc, peut-être on va attendre la partie questions-réponses pour pouvoir un peu apporter plus d'éclaircissements concernant surtout notre département qui est un peu plus qui a quelques spécificités, puisque c'est un très grand collège où il y a beaucoup de départements. Et voilà, peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, nous aurons en tout cas beaucoup plus de matière à traiter, Inch'Allah. Merci. Bon, d'accord. Donc, j'ai déjà une main qui est levée. C'est Monsieur Cissé, Oui. Madame. Enfin, Cissé. Là, je ne sais pas si c'est Monsieur ou Madame. Alors, vous avez la parole, Cissé. Donc, il y a Cissé qui a levé la main. Cissé Si a la c'est parole. votre micro, si c'est votre... Ok, Ok, si c'est... bonjour. Oui, bon, Bonjour à tous. Vous me recevez? très bien, Cissé. Merci. D'accord. Merci à vous d'avoir pris cette initiative de nous assister. Je remercie tous les panélistes et puis les participants aussi. Moi, j'ai une question par rapport aux lettres de recommandation. Donc, bon, moi, j'ai quitté l'école, ça fait longtemps, hein, 6 ans comme ça. Donc, je voulais savoir, les lettres de recommandation, ça doit forcément provenir de l'école ou bien, bon, pour un professionnel, il peut demander à son supérieur hiérarchique ou bien, je sais pas.
C'est ça que je voulais savoir, un peu d'éclaircissement. OK, donc parmi les trois, voilà, essayez de, voilà, prenez la parole Ouais. à volonté, hein, pour répondre. Bon, très rapidement, je peux essayer de répondre. D'abord, merci beaucoup à M. Cissé pour la question et d'avoir assisté. Concernant, en fait, la lettre de recommandation, comme Yaya l'a dit tantôt, en fait, c'est mieux de voir, en fait, une lettre de recommandation ciblée. C'est-à-dire, si on a un professeur du domaine, si vous évoluez, par exemple, j'ai dit un peu du n'importe quoi, mais si vous évoluez dans le domaine de l'informatique, c'est mieux d'avoir, en fait, un expert ou un professeur de l'informatique que vous connaissez, qui peut vous faire en fait une lettre de recommandation beaucoup plus spécifique dans le domaine. Par exemple, vous n'allez pas voir un agronome, par exemple, pour vous faire une lettre de recommandation alors que vous allez postuler dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et l'autre point essentiel avec les lettres de recommandation, ça serait été bien en tout cas d'avoir déjà travaillé avec le professeur qui vous recommande. Parce que ça arrive souvent des lettres de recommandation qui ne sont pas prises en compte, justement parce qu'en fait, ça n'entre pas dans le domaine où c'est un expert ou un professeur avec qui vous n'avez pas forcément eu des relations, disons, professionnelles. Donc, c'est très important à savoir. Et la lettre de recommandation ne doit pas être vague. Ça doit cibler, en fait, vos qualités, vos compétences. Et si c'est en tout cas possible de pouvoir faire le link avec le sujet auquel vous postulez, c'est encore mieux. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez encore des contacts avec des professeurs avec qui vous avez travaillé durant votre cursus scolaire, ça serait en tout cas mieux apprécié. Je m'en limite là. Merci. OK, Ok, merci. Je vais ajouter un petit peu. Oui, parce que là, il a un profil assez particulier. Il vient de l'industrie. Donc, le but de la des recommandations, c'est que la personne qui te recommande puisse convaincre en fait le jury que tu es apte à travailler sur le sujet. Donc, étant donné la rupture avec le monde académique, si au niveau du monde professionnel, vous avez travaillé étroitement avec un supérieur et que les choses sur lesquelles vous avez travaillé sont en relation avec le sujet proposé, cette personne peut en effet écrire la lettre de recommandation. Donc, en suivant toujours le conseil qui a été tout de suite donné, être très spécifique. Parce que, en fin de compte, c'est ça qui va faire la différence. Et on va voir la nature de vos relations. Qui est cette personne pour toi? Sur quoi vous avez travaillé ensemble? Est-ce que, sur quoi la personne se base pour donner ces qualifications-là, pour te donner les qualifications qu'elle vous attribue? Donc, c'est surtout ça. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous avez fréquenté, vous avez rencontré une fois dans votre espace de coworking, bon, sa lettre de recommandation, aussi gentil que les mots, aussi gentils soient les mots voilà, qu'il mettrait dedans, ça ne pourra pas vous sauver face à un comité. Donc, il faut qu'il y ait cette relation forte de travail entre vous et ce supérieur-là. Là, il peut parler en votre nom, dire, je recommande tel étudiant, tel candidat parce qu'il a tel profil et je l'ai remarqué en travaillant avec lui sur telle chose. Donc, c'est pas pour dire c'est ce qu'il va écrire dedans, mais c'est globalement ça l'idée en fait. Je sais pas si ça répond maintenant à l'intégralité de la question. d'accord. Si peut-être Pérez peut faire un petit briefing en anglais pour aider les personnes justement de langue anglaise. Et Pérez peut ouvrir son micro également. Voilà. Ah, you should have an espace public. So, of course, Sandra. So, what I was highlighting, what Sisi was highlighting is his own condition, and like we mentioned in a few sessions, it's important to ask your questions. Sisi was highlighting that in a situation he has been out of school for a long period and is interested in a PhD. Does he need to go to have a recommendation from a professor, or are there other means? And Alun brilliantly highlighted that yes, even if you're out of school, it is possible that you will need to go and meet some of those professors. Why? Because theses are designed for particular domains. And if someone from the domain recommending you adds a lot of weight on your CV, on the recommendation letter, you can write a recommendation letter, as Yaya said, you can write a recommendation letter from someone that you met around,
or your elder brother can write a recommendation letter, but it defeats its purpose. The purpose of a recommendation letter is to give some weight on this candidate to say, okay, this candidate, you do not know him, but I, as a respectable person within the domain, can vouch that this person knows what he's doing. So if your boss, your immediate boss, if you are fortunate and working on a project that is in line with the things that are required in the PhD, your immediate boss can write a recommendation letter and say, okay, this guy has been working on a project. He has not been in school, but he has been gaining experience in this area. So I think he's the best guy for the job. You should recruit him. Now, they also highlighted that it's beautiful, it's very important that if you can try to work or have some preliminary contact with the professor that's having the project, if possible. If not, there's no problem. But you have to depend on your former professors. You need to contact them back and tell them that, okay, you have been out of school. If you're a Cameroonian, you might have to give someone a bottle of wine just to tell him just to tell him that now you are working and it has been good on you. He should collect a little bit of the blessing that God has given you. So I think that's a long version of the translation. Ok, donc merci beaucoup Pérez pour cette brillante traduction. Voilà, d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions parce que, ok, Joseph, ouais, Joseph, tu as la parole. Ok, merci Sandra de m'avoir passé la parole et merci à tous les panélistes pour vos différentes interventions. Donc, j'ai juste une question, à savoir, est-ce qu'il y a des quotas dans chaque spécialité en fait? Parce que tel que le programme il a été décrit, c'est-à-dire un ensemble de sujets est proposé. Bon, je suppose que c'est valable dans toutes les spécialités, oui, comme c'est le cas par exemple dans mon université actuelle. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des quotas fixés? Enfin, le quota est-il le même dans chaque spécialité? Parce que, par exemple, dans notre université, avant, c'était le cas. Donc, c'est-à-dire, il y avait beaucoup de sujets. Ça pouvait aller des sciences aux lettres. Mais dans le recrutement, par exemple, on dit on va prendre 5 personnes par spécialité et par thématique. Donc, c'est-à-dire, en lettres, on prend 5 personnes et en sciences, on prend 5 personnes. Peut-être en ingénierie, on prend aussi 5 personnes. Mais avec le temps, ils ont revu la politique de recrutement. Donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils privilégient plutôt la partie STEM. Donc, c'est-à-dire la partie lettres peut-être se retrouve endommagée dans le sens où on ne prend plus exactement le même quota qu'en sciences. Donc, par exemple, chaque année, ils disent on a 8 projets à financer. Donc, on va prendre 5 en sciences et les lettres et les autres thématiques principales vont se battre avec les 3 autres places. Oui. Donc, ma question, c'était un peu dans ce sens-là. Merci. Ok, merci beaucoup Joseph. Donc, qui peut répondre à cette question de Joseph? Bon, je peux commencer et Ouais. après. Voilà. Donc, oui, la question de quota. En fait, à l'UM6, cette question-là, c'est un peu, on va dire, interne au système. Parce que si on voit les sujets en ligne, en fait, ils ont déjà réfléchi à tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'on demande aux professeurs, en fait, de faire des propositions, de soumettre des sujets. Donc, chaque département fait ça. Donc, à la base, s'il y a des quotas, en fait, ça sera géré entre le CEDOC et puis les départements. En tant que postulant externe, c'est pas très visible, en fait. Donc, les profs, ils proposent les sujets qu'ils ont. Bien sûr, le CEDOC doit valider. Donc, si le sujet il est validé, il est publié. Donc, à ce niveau, en fait, c'est difficile de parler de quota. Il y a des départements, par exemple, bon, s'ils ne proposent pas beaucoup de sujets, donc, c'est pas une question de quota. C'est juste que en l'état actuel, ils n'ont pas grand-chose à proposer, par exemple. Donc, peut-être il y a des années où on va avoir des départements qui vont même pas recruter. Donc, en fait, c'est en fonction des besoins des départements. Donc, les profs, ils vont pour faire des propositions de sujets. Et une fois que c'est validé par le CEDOC, c'est publié sur la plateforme. Voilà pourquoi, en fait, j'ai donné dans la présentation un intervalle pour la recherche des offres, en fait. C'est un intervalle. Mais tout n'est pas mis ensemble. Donc, au fur et à mesure que les sujets sont validés, ils sont publiés. Donc, voilà. À ce niveau-là, la question de quota est un peu floue, donc pas très visible.
Ok, juste pour un peu ajouter, comme le docteur l'a si bien dit, il est difficile pour une personne externe de savoir si le quota, s'il y a des quotas ou pas, parce qu'en réalité, je pense que les sujets sont donnés en fonction des capacités d'encadrement de chaque département. Par exemple, dans mon département, école de physique appliquée, on a 7 sujets de thèse. Il est difficile pour moi de savoir le nombre de sujets de thèse qu'on a proposé à MSN parce que je ne suis pas là-bas. Donc, en ce qui concerne le quota, nous, extérieurement, on ne peut pas se prononcer avec assurance et éclater. Voilà. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait, je vous comprends, hein. Et je m'excuse déjà de ma question parce que moi-même, avant de poser cette question, c'est parce que j'ai eu des informations avec le temps, quoi, de certains responsables et tout. Donc, moi-même, je suis dans un département, disons, sciences. Donc, j'ai du mal à avoir toutes ces informations. C'est avec le temps que j'ai un peu compris comment ça se passait. Donc, vous posez la question aussi d'un coup comme ça, c'était un peu osé, je dirais dire. Donc, merci quand même. J'ai compris comment ça se passe. Merci. Mhm. Ok. Peut-être, Pérez, si tu peux juste faire un petit commentaire en anglais par rapport à la question de Joseph, qui d'ailleurs Mhm, a tout un sens, hein, parce que c'est possible. mhm. Voilà, c'est possible que dans certaines universités, c'est réglementé le nombre de personnes et c'est connu, mais aussi évidemment dans d'autres universités, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, c'est pas la question est très légitime et elle méritait d'être posée. La réponse également a été assez claire. Donc Joseph Pérez, pardon, tu peux euh, Mhm. mais peut-être préciser ce point-ci avec les personnes qui nous suivent en langue anglaise. Okay, so Joseph's question was more about if there are quotas for recruitment, which is the case in some European universities. That is, um, each department has a limited number of students that they can recruit, and they cannot go above. And so he wanted to find out if it's the same case that we might have subjects that are online and you can apply, but the requirements of the department does not permit that they recruit you, so that we don't have a dilemma. And I like the way Bruno and Yaya responded to the question. Most importantly, that it's difficult to know those information as a student within EM6P, but the internal operations of EM6P are such that the Center for Doctoral Studies sends a communique to professors to submit their projects that they are looking forward to recruiting. So there is an internal regulatory board that ensures that you don't just post PhD subjects. And if there's an internal regulation board, it means it might have also regulated by department and said, this department this year, you recruit only 100, you recruit only 10, which means every subject that you see online is a subject that is looking for a talent that can do the job. So I think that that is a summary of what Joseph wanted to find out. And it's a very interesting and valid question. Mhm. OK. Donc, une autre question, peut-être, j'ai vu dans le chat la question de Michael, mais peut-être elle a été supprimée. Je n'ai pas accès à cette question. Si d'autres ont accès, ils peuvent le lire, mais ou peut-être il a supprimé. Donc, voilà, Mhm. voilà, si c'est de nouveau une question, oui, si c'est, on t'écoute. Oui, si c'est, tu peux ouvrir ton micro et t'exprimer. D'accord, merci bien pour la réponse précédente. Merci pour les commentaires enrichissants aussi. En fait, je voulais poser une autre question. Je vis un sujet sur les petits réacteurs modulaires. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des réacteurs de recherche sur le campus? Ou bien vous faites ça en collaboration avec d'autres universités qui en ont? Ok, peut-être quelqu'un qui est dans ce domaine-là peut répondre. Euh, Je pense que Bruno peut répondre par rapport à, il n'est pas, peut-être c'est pas dans son domaine, maybe it's not in his area, but he's already in applied physics. It is the closest area that can handle those kind of things. And he must have seen a case where there is a subject that highlights a particular kind of equipment, and we do not know if it's available or you need to go to an external university to do the job. Ok, je vais apporter une réponse assez brève. Déjà, comme je suis au département de physique appliquée, mais je suis simulateur, je suis pas expérimentateur. Donc, et du coup, pour avoir accès au laboratoire, il y a un diplôme qu'il faut avoir. Mais je crois que à l'école de physique appliquée, si vous avez besoin, s'ils ont proposé le sujet, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de mener à bien votre thème de recherche. Et si
sur le campus, il n'y a pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire vos travaux d'expérience. Vous pouvez, par exemple, aller ailleurs pour un stage. Par exemple, j'ai des camarades qui vont aller à SciTech pour faire le stage de 3 mois. Donc, vraiment, ce n'est pas un problème s'il y a le matériel sur le campus ou pas. Ça ne serait pas un problème pour l'étudiant. L'université, ça va s'arranger à ce que vous puissiez faire vos travaux sans toutefois vous soucier de quoi que ce soit. In summary, you don't need to worry about the equipment because if a school puts a particular subject or a particular term as a PhD thesis, then they already know that the resources are available. And I believe maybe Yaya omitted PhD topics here are financed, which means you will not see a PhD topic that they have not done their due diligence to ensure that one, they can give you a minimum stipend that you can survive on based on the Moroccan standard, and then you have the equipment that is necessary to survive. Like Bruno highlighted, in the Institute of Applied Physics, for example, if you have a situation where the equipment is not available, they have partner university, like in this case, there are friends that are going to, I don't know the name of the university in the Czech Republic to do their own activities. I've also seen it even in Alliance department, AGBS, Agribioscience department, where students go and run, I think, soil samples in, I don't know the name of that of the equipment, but I've seen students post on LinkedIn of those kind of situations. So Cece, I hope it responds to your questions. Ok. Donc, Yeah, just a comment. yes. Also, if you remember when I was presenting, I talked about the partnership. So that's actually the goal of the partnership. If UMCSP does not have the necessary equipment, they will partner with another university, another institution for you to get your job done. So voilà. Donc j'ai présenté le volet partenariat. Donc j'avais dit qu'il y a plus de 100 partenariats avec voilà, des universités, des institutions. Donc, c'est l'intérêt de ce partenariat-là. Donc, lorsque l'université a besoin de quelque chose, tu as besoin de quelque chose pour ton sujet qui n'est pas au niveau de l'université, mais qu'une université partenaire ou un institut ou une institution partenaire a, donc, vous pouvez collaborer et puis faire le travail comme il faut. Ouais. Okay. Si vous permettez, j'aimerais juste ajouter sur ce que Yaya vient de dire. En fait, il y a aussi la possibilité de faire des stages internationaux et justement dans ces universités partenaires-là. Si vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, d'utiliser un équipement ou de faire des simulations, c'est possible aussi de trouver un stage international ou en tout cas dans une université qui détient l'appareil ou l'équipement en question pour pouvoir en fait mener à bien votre travail. Il y a aussi la possibilité de pouvoir comme par exemple Perez l'a si bien dit, de faire des prestations externes pour certains équipements. Bon, je ne parle pas généralement pour répondre à la question qui a été posée, mais pour comprendre d'une manière globale, si on ne détient pas un équipement, ou par exemple dans notre département, nous, on n'a pas d'analyseur, par exemple minéral ou chimique. Donc, on fait des prestations externes, parfois qui nécessitent un paiement, etc. Mais si c'est vraiment un équipement que vous devez utiliser dans le cadre de votre projet, parce que la thèse, en fait, c'est contenu dans un projet. On peut avoir plusieurs sujets de thèse dans un projet. Et le projet, comme l'a si bien souligné Pérez, c'est un projet qui est financé. Donc, ils se sont assurés même dans l'acquisition des fonds, il y a en fait des fonds qui sont destinés, des work packages. Et dans les work packages, parfois, il y a des fonds qui sont destinés à l'achat d'équipements. Donc, certainement, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette précision, Monsieur Diagne. Est-ce qu'il y a davantage de questions? Euh, S'il y a pas... Ok, Joseph, je vois ta main levée. Donc, tu as la parole, Joseph. À moins que ce n'est pas une erreur. Ok, je pense que Yaya a mis quelque chose Oui, je d'important par voulais dire en rapport attendant, à... bon, puisqu'il y a une question, il peut aller, je voulais juste commenter cette partie que j'ai omise de mettre en Ok, présentation. Ce qui est très important d'ailleurs, c'est le flux, le jet. Donc voilà, comme PS l'a dit, la thèse, elle est entièrement financée. Donc ça, c'est en tant que TESA, quand tu travailles, donc tu as une bourse de 10 000, donc à peu près 1 000 euros. Ça, c'est ton stipend, c'est la bourse que tu reçois en tant que TESA.
Mais le projet lui-même, la thèse elle-même, elle est contenue dans un projet, comme Alioune l'a dit, et le projet, il est financé. Donc, c'est pas avec les 10 000 là, bien sûr. C'est, voilà, le fonds alloué, voilà, au projet, au niveau du département. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Et il y a des frais de scolarité, voilà, c'est 10 000. Mais on va couper en fait sur on va couper en trois tranches, en trois parties sur la bourse qu'on va vous donner. Donc vous n'aurez pas à payer ces 10 000 là de votre poche, quoi. OK. Hmm. Juste préciser, si vous permettez, désolé de vous avoir coupé la parole, mais dire que la thèse, c'est à temps plein. Donc, il n'y a pas une possibilité, en fait, de pouvoir l'associer à une autre activité parallèle. Donc, c'est vraiment une thèse à temps plein elle est vraiment financée à la bourse et tout. C'était juste le point que je voulais ajouter. I think it's an important point. Yeah. I think it's a very important point. PhDs in UM6P are full course assignments. You don't have the opportunity to do something else while doing your PhD. Well, some people might be lucky, but from those I've heard, nobody has the courage to do another job while doing their thesis because the job is really challenging. But like Yaya highlighted, you'll be paid 10,000 jams, which is okay. For the Moroccan standard, it's comfortable enough. And then you are required to pay 10,000 dirhams as your school fee. Like you are a student. I also mentioned that you are a student. So students pay fee, but the beauty about here is you'll not need to pay the fee from your pocket. They'll simply do a deduction, and it's not at once because they don't want you to die. So they'll do it in quarters or 3 times. I don't know, some people it might be 4 times. But just be sure that at the end of the year there's a 10,000 that will disappear. Okay. So it's part of the registration fee. And also some people choose to stay on campus and the rooms are not their standard. So some people choose to stay on campus to be with their friends and close to their work. Some people choose to stay out of campus so that they have work and they have their life. I've heard. Yeah. OK. Donc, Joseph, avec sa question, tu as la parole, Joseph, pour ta question. Oui, en réalité, j'ai plus de questions parce que Monsieur Dia a anticipé, il a répondu à ma question. Ouais, ma question portait sur un possible cumul de financement et tout. Donc, ouais, j'ai rien en sourdine parce que c'est quand même incroyable qu'il ait pu anticiper à ce point. Donc, ouais. Mais tant qu'on y est, permettez Mhm. une question dans ce I cas. don't. I think Yaya can try to open the application portal so that they can see the number of programs that are there since it's already there. Yeah. So as Yaya mentioned, you can have a whole number. You see, there are even jobs too for those that are not the research assistant jobs. So you are lucky. Yaya opened the portal. You can see now that it's not only PhD, there are jobs. So if they don't take you for a PhD, you can apply for jobs, or you can always come back and check. Something must be available for you on campus. There are also internships from time to time. Okay. Probably you can just copy the link and maybe pass in this Ok, chat. ok, yeah. Just something. Sinon, le code QR qui est dans la présentation, normalement, si vous scannez, ça vous envoie ici. Et comme Pérez l'a mentionné déjà, en fait, c'est pas que les sujets de thèse ici, ça concerne toutes les offres au sein de l'université, que ce soit des postes de research scientist, des postes d'assistant, en tout cas, tout ce qui est job lié à l'université, c'est publié ici. Du coup, quand vous venez et que vous voulez juste chercher des sujets de thèse, vous pouvez utiliser des mots-clés. Par exemple, tapez CDoc. Ici, voilà, vous pouvez utiliser le match exact et là, ça va filtrer. Bon, enfin, là, j'étais déconnecté. Bon, en fait, vous n'avez pas besoin d'être connecté pour voir les offres, mais pour postuler, vous devez créer. Je crois que je vais commencer avec alors, Go Back. Donc, je n'ai pas besoin de me connecter vraiment. Voilà. Euh, Je vais envoyer ce lien-là plus tard. Donc, comme je le disais, vous pouvez juste taper CDoc parce que, voilà, en général, les sujets de thèse commencent par CDoc. Donc, vous cherchez comme ça et vous voyez, donc ici, il n'y a que des sujets de thèse. Et vous pouvez filtrer. Donc,
La période, en fait, les candidatures sont ouvertes à partir de fin mai, juin. Donc, vous pouvez voir ici, where is it again? Posted in the last. Voilà. Ici, vous pouvez mettre, je vais dire, les derniers 30 jours. Donc là, on est sûr que les résultats qui vont s'afficher ici, il n'y aura pas des offres antérieures. Donc, ça va être les offres qui ont été postées dans cet intervalle-là. Donc, on filtre et puis voilà, on réduit davantage. Là, on voit que des programmes du département MSN. Voilà. Vous pouvez, s'il y a plus de résultats, bien sûr. Ici, vous pouvez changer le nombre d'offres à afficher par page si vous voulez pas trop défiler. Donc, 100 par exemple, voilà, là, vous allez juste défiler comme ça, quoi, au lieu de cliquer page 1, page 2, page 3. Donc, c'est un peu ça. Et ne pas se limiter à un seul mot parce que vous risquez de rater certaines offres. Si dans le titre, ils n'ont pas ajouté le CDOC, donc vous n'allez pas voir l'offre. Donc là, après, vous pouvez essayer PhD position. Tu vois? Mais bien sûr, lorsque vous faites ça, il faut voir après est-ce que voilà, vous avez des offres redondantes. Voilà. Donc, c'est ça la clé, en fait, essayer différents mots-clés pour voir. Mais étant donné que, en fait, on connaît l'intervalle, donc si les candidatures sont ouvertes et que vous venez pour faire la recherche, en limitant le nombre de jours ici, ça vous facilite un peu la recherche. Donc, il va envoyer le lien dans le chat. OK. Ok. Et voilà, ici c'est le lien du CDOC. Donc, j'avais aussi ajouté ça au niveau de la présentation. Ici, voilà, si vous venez, CDOC, voilà, vous aurez toutes les informations en fait que vous voulez. Alors, je crois que si votre navigateur est en français, ça devait s'afficher en français. Mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous de l'ouvrir avec Google Chrome. Et là, vous faites clic droit. Vous allez voir Translate. Bon, ici, c'est Edge, j'utilise, donc il n'y a pas ça. Sur Chrome, normalement, quand vous faites clic droit, donc vous allez voir Translate. Donc, vous cliquez dessus, vous allez traduire en français. Mais je crois qu'avec un navigateur en français, ça devait s'afficher en français. Sauf si le site n'est pas bilingue. Voilà, vous allez lire tout ce que, voilà, vous allez apprendre tout ce que vous voulez savoir sur le programme. Oui, quelque chose que j'avais oublié aussi. Il y a d'autres programmes, en fait, qui sont liés à l'UM6P. Donc, par exemple, le programme PASSET. Donc, il y a des gens voilà, qui commencent en fait avec le programme PASSET. En fait, c'est un programme où il y a un partenaire avec l'UM6P, une sorte de co-tutelle. Donc, si vous êtes dans ce programme, à un moment ou à un autre, vous allez avoir à venir à l'UM6P pour faire l'autre partie de la thèse. Donc, vous pouvez aussi chercher du côté voilà, de PASSET pour voir les offres qui sont là-bas, peut-être candidater directement de là pour toujours converger vers l'UM6P. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a des programmes. On a déjà eu une présentation sur ça. C'est C'est, pas cette. ouais, oui, le PASSET, il y a eu. Donc, en fait, c'est sur deux parce qu'il y a le EPFL aussi. Donc, on a déjà eu à faire une présentation sur le programme de l'EPFL, le programme sans PhD. Mais ça, il faut être déjà en interne. Euh, En tout cas, ou quand il lance la candidature, donc ça aussi, vous pouvez être à l'extérieur, mais déjà avoir en fait on va dire, un directeur de thèse, en tout cas avoir un professeur qui est prêt à vous donner un sujet de thèse et vous allez candidater pour avoir. Donc c'est un programme qui est cofinancé par l'UM6P et puis l'EPFL en Suisse. Donc voilà, si vous voulez vous retrouver dans l'écosystème UM6P, visitez ce site-là. Donc en plus de candidater à travers les programmes directs de l'UM6P, vous pouvez aussi voir les programmes qui sont liés. Donc voilà, tout chemin mène à Rome, comme on dit. Donc voilà. Donc, c'est intéressant d'aller voilà, fouiller sur les sites, voir tout ce qu'il y a. Voilà, le nombre de pièces de students à jour. Donc, on est à plus de 100, à plus de 1000 maintenant. Donc, ce que je voulais montrer aussi, c'est pour apprendre davantage sur l'admission. Donc, c'est ici. Donc, vous allez voir ici, voilà, les requirements. PhD, avoir le master degree, et puis, voilà, les éléments qu'il faut inclure dans, dans, dans la candidature. Donc, c'est un peu excessif, mais après, en fonction du programme, vous allez voir que ça change un peu. Je vais ouvrir un exemple là-bas et désolé, je prends tout votre temps. Par exemple, ici, OK.
Si vous cliquez sur cette offre, voilà, au niveau du portail, donc vous allez voir la description, plus en détail du sujet. Et voilà, vous allez voir ce qu'on demande, admission criteria. Donc en fait, pour chaque sujet, le département ou le professeur va encore spécifier ce que lui recherche. Donc, faut pas se limiter à ce qui est dit ici, parce que ici, c'est voilà l'entité CEDOC en général. Mais après, pour chaque sujet, il faut voir la spécificité. Donc là, par exemple, voilà, on dit qu'il faut avoir, quoi ça, c'est dans mon département, Computer Science, strong background in machine learning, optimization and probability, skills with programming languages, etc., etc. Et puis, on donne les contacts. Donc, en fait, pour certains sujets même, vous avez les contacts des profs que vous pouvez, voilà, contacter directement. Des fois, on vous spécifie envoyer la candidature. Postuler ici et envoyer la candidature à tel prof. Parce que ici, c'est pour le système, pour centraliser toutes les offres. Mais des fois, voilà, les profs veulent recevoir les trucs directement. Mais toujours est-il qu'il faut garder une trace dans le système. Donc, voilà. Donc, si vous voyez dans une offre où on dit envoyer votre candidature à telle adresse email, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas postuler ici. Sinon, vous ne serez pas visé dans le système. Il faut postuler ici et, si nécessaire, envoyer aussi au prof. Ouais. Donc, alors, bon, peut-être s'il y a des questions encore, mais sinon, je voulais en fait encore faire un autre commentaire, ça risque d'être long. Donc, je vais Mhm. mieux si que la question vient déjà. Ok. Okay. Ouais. I think that was a beautiful one. I think that was a beautiful intervention, and these are some of the aspects that were lacking that we almost missed in the presentation, which has to do with navigating the UM6P application platform. They use My Success Factor, and My Success Factor takes into consideration not only jobs, it takes not only PhDs, it has also jobs, it has also internship. And how you access these depends on the filters that you use. And some of the filters use exact matching, which means if you use the exact word, maybe PhD, all of the programs are going to come out. But you can specify per the area, that is science or engineering, or let's say social sciences, so that only PhDs from that area can come out. Once this PhD come out, then you can start applying. Of course, remember, two maximum is the best case for you. And you can also go to the UM6P platform to also familiarize yourself with it. And on the MySedoc, you are also going to have the final requirements for each program, like what he's highlighting. Some qualification might be MSc engineering for engineering program, but you'll be MSc, say, in agronomy for a program in agrobioscience. I'm sure for someone like Bruno is going to be MSc in physics, or if he's applied physics, they're going to say MSc in applied physics, depending on the area exactly that you want to apply for. So that should be taken into consideration. And even if you receive, let's say, an offer that says send an email to a particular Gmail or whatever email, endeavor to come back to this application in order to apply, because this is where all documents are validated from here. Even if you have sent to a professor, it's very important for you to come back to this platform and then send it through the normal process, because it helps you not to have headaches in the future. OK. Donc, Joseph peut avoir la parole pour la question qu'il devait poser, ou alors elle est réglée. Si c'est réglé, peut-être si c'est, je vois sa main qui est... Ah non, Thibaut. Voilà, Thibaut a une question. Donc, Joseph, si ta question est OK, tu peux préciser cela. Bon, merci de me passer la parole à nouveau. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des programmes de financement de stages doctoraux ou séjours de recherche, par exemple? Donc, quelqu'un qui fait déjà une thèse dans une autre université, bon, disons, restons en Afrique, par exemple, et qui aimerait peut-être venir collaborer avec d'autres professeurs à UM6P, est-ce qu'il y a des programmes de financement pour cela? Merci. OK. Bonne question. Est-ce que Yaya, peut-être Bruno, À peut-être Lyon ou par rapport à... Bruno. Euh, oui, oui, oui. Bon, enfin, la réponse courte, c'est oui, hein. C'est oui. Oui, effectivement, parce que bon, je crois que chacun des jeunes pistes ici peuvent témoigner. On croise
de nouvelles têtes à longueur de journée quand on est sur le campus. Il y en a qui sont de passage pour 3 mois, pour 4 mois, pour 5 mois. En fait, tantôt on parlait du matériel au niveau de l'UM6P. Si pour mon sujet, j'ai pas l'équipement nécessaire, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une université partenaire. De la même façon, en fait, il y a des gens qui viennent, qui quittent leur université pour venir à l'UM6P pour utiliser certains équipements. Donc, il y a cette approche-là. Et ça, en fait, c'est à travers un programme de stage. Donc, oui, il y a des programmes comme ça, mais il n'y a pas, on va dire, une guideline centrale par rapport à ça. Je crois que c'est au cas par cas, chaque département. Et je crois que la recherche de stage, c'est comme, voilà, toi et moi, tu vas aller dans une université, tu essaies de voir les profs qui est là-bas, est-ce que tu peux faire quelque chose avec lui, tu le contactes. Après, il y aura des choses à régler au niveau du département. Bien sûr, l'université, la bureaucratie de l'université va donner son aval par la suite, mais on va dire, globalement, ça se passe au niveau du département. Donc, oui, il y a ces projets-là. Et autre chose, l'université est beaucoup actif dans les stages PFE, donc les stages pour les projets de fin d'études. En général, c'est l'un des passages même pour la thèse. Perso, je suis passé par là, mais bon, en même temps, j'étais au Maroc. Euh, du coup, lorsque vous passez par le stage ou quand vous postulez depuis l'extérieur ou bien vous êtes au Maroc pour postuler, donc des fois aussi les choses, comme je le disais en fait, en fonction de votre situation, la procédure, ça peut varier un tout petit peu. Donc, il y a ces stages-là aussi qui sont offerts. Ils parlent uniquement aux gens qui sont au Maroc, des fois, à des gens qui viennent de l'extérieur. Personnellement, j'ai eu à superviser voilà, un étudiant qui a fait son master en France. Et pour terminer, donc il devait faire le stage. Il a fait le stage PFE au niveau de notre département. Et après le stage de l'intérieur, il a postulé pour faire la thèse. Actuellement, il est toujours là en train de faire sa thèse. Donc oui, voilà, il y a ce programme, mais c'est à voir au cas par cas, département par département. Ouais. Ok. Ok. La question de Thibaut, pour terminer. Thibaut, oui, tu as la parole pour ta question. Ok, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On attend très Oui. bien. Ok, en fait, c'est pas une question, c'est plus une remarque concernant les candidatures ou plutôt même les thématiques. C'est mieux en fait de chercher directement à regarder la liste en fait des thématiques sur comment on dit ça, sur le site du CEDOC que sur SuccessFactors. Parce que le SuccessFactors ici, là, on a en fait la liste de tous les postes disponibles. Mais depuis cette année, il y a la possibilité de directement regarder les Euh, applications pour Désolé les de PhD sur le l'interruption. site. Lequel de mes écrans vous voyez, le site web ou bien la présentation? Le site web. Ok, voilà, je voulais montrer en même temps que son commentaire. Vas-y. Oui, je disais qu'en fait, depuis cette année, il y a la possibilité de regarder directement en fait les positions liées au PhD. Voilà, ça, c'est ce qu'ils ont fait cette année-ci. Donc avant, on Hmm. était obligé d'aller sur SuccessFactors, mais cette année, maintenant, ils ont réussi à spécifier la chose. Oh, okay. C'est tout ce que je voulais dire. Um, Merci, merci. Voilà. Donc, voilà, this c'est is le site web. interesting. Ouais. Donc, So, ici, par exemple, vous pouvez même directement sélectionner l'entité qui vous intéresse. Ici, vous pouvez prendre Africa Business School. Et là, vous n'aurez que les offres de Africa Business School. Donc, vous voyez, ça simplifie la recherche à ce niveau. Donc, voilà ce qu'on disait. You can apply for a maximum of 2 subjects. Ouais. mhm. So the question that was posed has to do with openings also for students from other universities to come to UM6P, maybe to complete their PhD thesis or other related activities that are academic. So the answer is simple that yes, it's possible and it happens every day on the UM6P campus. You can either come because UM6P has an equipment that your university does not have. You can come because your university also has a partnership with UM6P which permits you to come here. You can come because you want an internship opportunity, which is also a very possible way to get a PhD, which a lot of students in UM6P have got because I came, I did my internship. I was so good. The professor said, okay, this guy is good. I need to recruit him. It is not a guarantee because there are also situations where you come and you show the professor that maybe you are not the kind of student he wants to work with. I don't want to say you are not good. You might be good, but you are not just the kind of person he wants to work with. So comes PhD, he says, we work on a different project, I'm launching a different project and we cannot work together.
And the interesting remark that was brought up by Thibaut is the Success Factor is a good platform, and all of the old version of UM6P used to go directly on Success Factor, but now there is a renewal that's on the Center for Doctoral Studies of UM6P, where if you go to the CEDOC platform, cedoc.um6p.ma/applications, you're going to see a filter that can permit you to go directly to the programs. Remember, I highlighted there are engineering, there are business, there are humanities programs. So you can choose humanities, and it's going to give you just the programs there. You can choose particular schools, and they're going to give you programs in the particular school, and you choose. And by choosing the program, you know exactly what you are looking for when you go to Success Factor. So Success Factor is for applying, but the CEDOC platform can help you to filter exactly what you need so that you don't go through the stress. So I think that was also a brilliant remark from Thibaut. Thibaut, thank you so much. Ok, donc nous sommes à la fin, on va pas prendre toutes les questions. Je vois la main ici, mais voilà, peut-être pour une prochaine fois. Donc on remercier tous nos invités. Peut-être on va laisser la parole à nos invités pour une dernière petite remarque, s'ils ont quelque chose à ajouter. Et un conseil. Un conseil, évidemment, c'est pas obligatoire, mais voilà, vous avez la parole pour un dernier conseil pour, pour ceux, les jeunes qui vous suivent, qui ont suivi cette réunion et qui vont vous suivre et qui veulent postuler pour avoir également la chance, comme vous, d'être sélectionnés pour avoir un PhD, pour faire un PhD au Maroc. Donc, quel est le conseil que vous pourrez leur donner? On va commencer par Bruno, peut-être. C'est tombé sur Oui, toi. on commence. Ok, pas de souci, pas de souci. Bon, ce que je pourrais ajouter, c'est aux jeunes frères qui veulent postuler, c'est d'abord de croire qu'ils peuvent, c'est d'abord de croire qu'ils veulent, parce que moi, quand je venais du pays, et quand on postulait, bon, on disait, c'est bon, on postule pour postuler. Et du coup, on a postulé. J'avais postulé à plusieurs bourses. Et j'en avais deux. J'avais une autre en Israël et celle d'ici. Plus un peu comme ça, j'ai choisi le Maroc. Peut-être, on va dire que c'était de la grâce de Dieu parce qu'actuellement, c'est chaud en Israël. Si j'étais allé là-bas, c'est que Il y a la je, guerre. je ne suis pas, je suis pas sûr que je suis pas sûr d'être en sécurité. Et de ne pas surtout croire ce qu'on parle sur les réseaux sociaux concernant le Maroc, parce que ce côté-là aussi, j'ai beaucoup de parents qui hésitent à laisser leurs enfants venir au Maroc. C'est vrai, c'est pas trop la belle vie, mais je crois qu'au sein de l'UM6P, en fait, tout est normal. Tout est normal. J'ai insisté sur ce point-là parce que mes parents hésitaient à me laisser venir au Maroc. Ils hésitaient beaucoup. On disait, ben, si tu vas là, et puis ce qu'on voit sur les réseaux et tout et tout. Mais actuellement, je suis très à l'aise et beaucoup de courage à eux. Ils doivent croire à leur rêve, s'y mettre et avoir confiance. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Bruno. Ouais. Donc, papa Aliou Ndiaye, quel est ton conseil pour les jeunes frères et sœurs qui veulent suivre ton chemin? Bon, d'abord, avant les conseils, j'aimerais juste peut-être rappeler quelque chose qui me semble peut-être intéressant. C'est d'abord le format de la thèse. Donc, il faut savoir que il y a une année prédoctorale, donc on fait une année de prédoc, et après il y a les 3 ans qui suivent, qui sont dédiés exclusivement à la thèse. Alors pour le prédoc, pour certains, ça sera suivi bien évidemment d'une évaluation parce que c'est un système un peu américain. Maintenant, il y a les évaluations, il y aura aussi des cours qui seront suivis. Donc, il faudra aussi se pointer à l'heure, genre être rigoureux. C'est ce qui détermine un peu. Et il faut savoir que, bon, on ne le souhaite pas, mais à l'issue de l'année prédoctorale, en tout cas, il y a possibilité soit de continuer la thèse ou carrément de quitter. Si vous trouvez que, en tout cas, c'est une année pour moi qui bénéficie beaucoup plus aux candidats qu'aux professeurs. Parce que si vous trouvez que la thèse n'est pas votre vocation, il faut que la thèse soit votre vocation. Il faut que ça soit une passion, en fait, quelque chose qui vous passionne. Sinon, la recherche, ce n'est pas évident, en fait, parfois, peut-être que les co-panélistes et Pérez même qui est doctorant peuvent en témoigner. Ce n'est pas du tout évident. Ça nécessite beaucoup de... Il y a quand même une certaine flexibilité parce que je peux vous donner une anecdote. Moi, après avoir quitté, en tout cas, être sorti comme ingénieur agronome à l'Institut agronomie et vétérinaire en 2021, j'avais une proposition de thèse, mais les conditions ne m'enchantaient pas. Alors, j'ai décidé de travailler alors. Donc, je suis d'abord parti dans le milieu professionnel où j'ai évolué pendant une année. Après, j'ai postulé pour une thèse parce que j'ai vu que les conditions à l'UM6P en valaient la peine.
Donc, il faut vraiment que vous soyez dans les conditions pour pouvoir bien faire votre recherche et que cela vous passionne. Sans passion, c'est pas possible d'évoluer. Donc, c'est ce que je voulais rappeler un peu à propos du format de la thèse. Donc, il y a une année de prédoc qui sera suivie de 3 années, en fait, de doctorat plein. Et il y a possibilité aussi d'avoir, qu'on appelle ça, une prolongation au Oui, cas où vous n'arrivez pas à terminer. Parce qu'en fait, il faut savoir que ici à l'UM6P, en fait, c'est la rigueur. Et il y a vraiment des exigences par rapport à un travail bien fait. Donc, il faut vraiment une qualité de travail parce que, comme vous l'avez vu durant la présentation que Yaya a fait passer, en fait, il y a pas mal d'équipements, il y a des professeurs qui sont reconnus mondialement, qui ont des H-index très élevés. Donc, il faut savoir que vous êtes dans un environnement, dans un cadre et dans une université qui se veut révolutionnaire. Il l'a cité tout à l'heure, l'université actuellement, l'UM6P, est la 4e université en Afrique. Et c'est une université qui est classée dans le top 500 des meilleures universités au monde. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose à prendre à la légère. Certes, il y a beaucoup d'exigences, mais comme Bruno l'a rappelé, il faut croire en vous. Il faut vraiment vous dire que, en fait, vous avez les compétences de le faire, vous avez la possibilité de le faire, donc allez-y. Et par rapport à la vie au Maroc, c'est intéressant aussi parce que pas mal de gens se disent que peut-être, voilà, au Maroc, il y a en tout cas beaucoup de préjugés qui émergent. Mais moi, je peux vous le dire, moi, je suis au Maroc depuis 2016. Peut-être qu'il y a est au Maroc depuis plus longtemps que moi. Mais franchement, Wow. je n'ai pas eu vraiment de problème avec la population marocaine. Peut-être Perez peut en témoigner. J'arrive même à communiquer en darija, etc. Donc tout cela, en fait, ça dépend de votre capacité d'intégration. Et l'autre aussi avantage que l'on dit pas souvent, c'est avec l'université, vous avez la possibilité en fait de rencontrer de très belles personnes. Moi, j'ai fait de très belles rencontres, en l'occurrence Monsieur Perez, Yaya, Delamou. En fait, voilà, vous rencontrez pas mal de gens et même en dehors de vos camarades, vous pouvez faire des rencontres. Moi, j'ai rencontré Fouad Laroui. Fouad Laroui, c'est un prix Goncourt et c'est lui qui m'a aidé à publier mon premier livre écrit ici, en 2023. Donc, moi, j'ai publié mon livre qui n'a rien à voir avec la recherche. C'est intitulé Flânerie lyrique à plein cœur, grâce à M. Fouad Laroui que j'ai rencontré via les programmes du Learning Center. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas seulement la thèse, mais en fait l'environnement dans lequel vous évoluez qui est très important. Et je vous remercie. Et merci aussi de m'avoir invité pour ce panel. J'en suis très reconnaissant. Merci à tous mes co-panélistes. Merci au modérateur et à la modératrice. Et voilà, on souhaite une très bonne chance aux futurs candidats et futurs doctorants de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci. merci beaucoup. Peut-être, bon, je fais mes mots parce que c'était très bien présenté. Alors, Yaya, voilà, ton dernier Ouais, conseil avant ouais, que je merci, reste. merci beaucoup. Je crois que, voilà, ils m'ont mis KO, quoi. Ouais, c'est ça. Difficile, Tant mieux. difficile d'ajouter. Oui, par rapport à la durée de la thèse, en fait, je l'avais aussi comme commentaire additionnel. Donc, en fait, il y a 4 ans d'études. Ça, c'est la durée normale. Bon, après les extensions, c'est une possibilité, mais voilà, gardez en tête que vous avez 4 ans, dont la première année pour ce qu'on appelle l'année prédoc. Et cette année, voilà, le format, ça diffère en fait d'un département à l'autre. Nous, à notre époque, par exemple, l'année prédoc, c'était comme un master spécialisé. On a fait carrément 18 modules avec des évaluations et tout. Donc, voilà. Pour certains, ils commencent juste avec la literature review, donc la revue de littérature et ainsi de suite. Donc, gardez cette durée-là en tête. Et c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine. Donc, comme Alioune l'a dit, donc, c'est pas sur un coup de tête que vous allez décider ça. Euh, Quand vous venez, il faut avoir la passion pour. Donc, parce que si c'est un pic du moment, une motivation instantanée, ça risque de chauffer, même si vous êtes brillant. Donc, il faut aussi avoir cette passion-là pour dire, OK, c'est ce que je veux faire et je m'engage à le faire. Bien sûr, la motivation ne va pas rester tout droit au même niveau jusqu'à la fin. Quelle que soit ta détermination, il y aura des moments quand même où voilà, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fous ici? Donc, ça va arriver. Mais quand ça arrive, il faut toujours se rappeler du début, pourquoi j'étais venu. Donc, c'est la base, quoi. Parce que si dès le départ, tu as mûri très bien la réflexion avant de t'engager, donc peu importe ce qui se passe par la suite, il suffit de se référer à ce point critique où, voilà, tu avais déjà mûri très bien la réflexion en toute lucidité, je précise.
Donc, c'est vraiment important. L'autre chose, le programme se passe un peu en anglais. En général, nous les francophones, quand on voit quelque chose en anglais, on prend feu directement. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous demande pas en fait d'être des Shakespeare pour être dans le programme. C'est parce qu'en fait, la recherche, vous allez remarquer si vous entrez dans le milieu, la plupart des ressources sont en anglais. Donc, pour collaborer avec d'autres scientifiques, il faut utiliser une langue en commun. Donc, et il se trouve que l'anglais, c'est le lingua franca. Donc, c'est la langue qui est utilisée commercialement, scientifiquement. Donc, c'est la langue du monde, quoi. C'est pour ça que c'est essentiel, en fait, d'avoir les bases. Les bases, c'est le mot-clé. Après, vous allez en fait vous améliorer au fur et à mesure. Donc, anglais, faut pas prendre feu, faut pas fuir. Ça va, avoir les bases, commencer le projet et voilà. Au fil du temps, vous allez continuer. Quand on commençait tous la thèse, personnellement, bon, c'était difficile de coordonner une phrase correctement, quoi. Voilà, mais actuellement, voilà, on peut improviser des présentations en anglais sans préparation préalable. Et une chose qui est intéressante, c'est que quand vous travaillez dans votre domaine, vous avez le vocabulaire du domaine en même temps. Donc, y a pas de souci. Même si votre anglais conversationnel n'est pas très shakespearien, c'est pas grave. Pour le côté technique, ça va passer. Donc, évitez de fuir l'anglais. Autre chose par rapport aux idées reçues, voilà, du Maroc, je reviens encore là-dessus. Et peu importe les idées reçues, en fait, quand vous allez atterrir à l'UM6P, en fait, c'est un univers dans un pays. C'est un monde carrément à part, avec des réalités différentes, en fait, du reste du Maroc. Je dis ça parce que ouais, je suis aussi au Maroc depuis 2015, voilà. Et j'ai été dans d'autres des universités publiques, voilà, et Rachida, ensuite Casa, Casa, avant d'atterrir à l'UM6P. Donc, et Rachida, par exemple, c'est une très petite ville au fin fond du Maroc. Casablanca, tout le monde connaît, c'est voilà, c'est la capitale économique. Et Benguéré. Donc, Benguéré, en l'occurrence, l'UM6P. Donc, j'ai un peu vu les différents milieux là. Et c'est pour dire que, voilà, quoi, l'UM6P, c'est un univers à l'intérieur d'un pays. Et donc, quand vous venez là, vous n'avez pas de soucis. Soyez juste sûr que voilà, vous avez votre ambition qui est claire et ça inclut de faire la thèse. Vous venez pour ça, vous mettez au travail, vous profitez de l'avantage qu'offre le milieu et voilà, le tour est joué. Juste un autre commentaire par rapport aux rencontres intéressantes qu'on peut faire. Voilà, Aline a déjà mentionné ça. Entre nous, voilà, on s'est découvert à l'UM6P et c'est un réseau à vie. En dehors de ça, actuellement, en fait, presque tout le temps, il y a des délégations de hauts représentants des différents pays, souvent même des délégations ministérielles qui passent à l'UM6P. Et dès qu'ils sont là, s'il y a une délégation camerounaise qui est là, par exemple, on va chercher qui sont les Camerounais sur le campus. Venez, il y a une délégation qui est là. Après, vous allez voilà, avoir un petit échange avec eux. Donc, en fait, c'est un environnement qui vous met euh, en contact avec voilà, le sommet, quoi. Voilà, voilà. Donc, maintenant, il faut travailler votre motivation, être sûr que c'est ce que vous voulez faire et candidater avec assurance. Donc, il n'y a pas de doute. De toute façon, si vous voulez faire une thèse, vous n'avez rien à perdre en postulant à ces trucs-là. Et contactez dès maintenant vos profs, vos anciens collaborateurs, vos ex-boss, si vous êtes en industrie, pour les recommandations. Et lisez rapidement les différentes requirements au niveau des sujets. Et puis voilà vous postulez. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je vais ajouter. Par rapport au sujet, oui, je viens parce qu'il y a beaucoup de sujets. On a décrit l'environnement, ça ressemble presque à un paradis, mais je crois que Pérez doit avoir une seconde opinion, peut-être pour dire, voilà, si c'est beau, mais ça dépend, l'expérience, elle est personnelle, donc on ne partage pas en fait l'expérience. Ou il se pourrait que vous ayez une expérience différente. Mais ce que je veux dire, ça c'est en fait le décor que j'explique. Vous, en tant que chercheur, vous allez travailler avec votre superviseur, les responsables de votre département, voilà, plus généralement. Donc, le choix du sujet est important, mais celui avec qui vous allez travailler l'est tout aussi. Donc, s'il se trouve que sur la plateforme, beaucoup de sujets vous intéressent, je crois qu'il faut faire, dans un premier temps, un listing de ces sujets-là. Par la suite, tu vois, en fait, vous allez voir qui propose ces sujets-là, les profs, vous prenez les profils.
Après, donc, vous allez faire un premier classement, ça c'est par ordre de préférence au niveau des sujets. Après, vous voyez les professeurs qui les proposent et vous pouvez faire une petite recherche. Ça commence ici, hein, parce que vous voulez faire la recherche, il faut commencer dès maintenant de votre propre initiative. Donc, vous allez faire des recherches pour voir en fait les profils de ces profs-là, peut-être contacter leurs anciens étudiants pour voir comment... C'est un peu délicat de contacter quelqu'un comme ça, mais il se pourrait que vous connaissiez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça pourrait le faire. Donc, pour voir un peu c'est quoi le style de leadership du prof, comment il se comporte avec ses étudiants. Donc, il y a ce paramètre que vous allez intégrer maintenant pour finalement sortir avec vos top 2 sujets auxquels vous allez postuler. Ça va vous faciliter la vie, croyez-moi. Donc, sur ce, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ouais, un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Aline d'avoir accepté l'invitation. Merci à Bruno qui a aussi enrichi la discussion. Merci beaucoup à nos chers panélistes et à nos modérateurs. Voilà, Sandra et Pires. Pires pour sa double casquette, impeccable. Donc, voilà à tous ceux qui nous suivent et aux autres membres de SFO. Merci beaucoup. Ok, merci. Aïe, Ouais, je pense aïe, que je aïe, ne aïe. vais pas ajouter quelque chose, mais peut-être Pérez va juste conclure. Déjà, il va essayer peut-être de revenir sur quelques points, mais rapidement, et conclure à la séance. Merci beaucoup donc, vraiment pour d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait un travail exceptionnel. Je ne saurais vous en remercier infiniment au nom de Chef on the Opportunity. Et donc, on reste en contact pour ceux qui seront toujours avec nous pour la poursuite de voilà, de ce magnifique projet. Pérez. Okay, so family, if you want to apply at GM6P campus, you should know that the programs are in English. I know this was all in French and there was a lot of French that is going on that I cannot translate altogether. But I want to assure you that everything that is important and essential for your application has been taken into consideration here. Um, if you're applying at UM6P campus, again, you should know that it's a 4-year program. It's no sprint. PhD is no sprint. PhD is a relay. It means that it's not how fast, it's how much you can resist. So if you see the 4 years and you see that it's not for you, like Alion highlighted, please, you can drop. Like Alion, he saw a program and he was like, this one I will not survive. He dropped. As Bruno highlighted, you should have a lot of passion. PhD is like priesthood. If you have chosen it, you know that you have chosen knowledge over, I would say, money. You have some money, but you cannot compare some people. So if you choose it, you should have some passion because every PhD knows this story is we are suffering a lot, we cannot even see the money. So, and if you are doing PhD in UM6P, I can assure you will be working on something that's more than you. So there will be nights you cry and want to pack your bags. So ensure that you have a lot of fuel of motivation in your back while coming and evaluate that this motivation is going to take you through. Also, you are doing PhD, it's not the end of your life. Like Alion highlighted, he published his first poetry book. I have a copy, and it was an interesting masterpiece. He's a poet. He should have followed a career maybe in literature, but he's a PhD. Who knows? Maybe it's the frustration of PhD that gave him a little push. Also, you might meet very, very interesting people. Like, okay, they have also burst the bubble. I'm also a PhD student here, and I have met exciting people, very interesting people, and this is your network. I have a friend that says that you always tell your parents that your parents do not have good friends. Your network has become those uncles that you used to ask your parents to have. So if you treat them well, it means that you can go anywhere, anytime. Like if I want to go to Senegal now, there are some things that I do not bother myself about. It might sound stupid, but I went to Ivory Coast and I had my best time in Ivory Coast. I knew nothing about it. I had a friend from here that told me, don't worry, my brother is going to come and take you at the airport. The guy took me, ensured that nothing happens to me, drove around with me and asked me, do you need anything else? Until I was okay. Okay, when you are going back, can you tell me that you are here so that I can come and pick you up? That is it. And it's not only in Africa. I cannot say it's only in Africa. It's all over the world because it's like suffering. Misery has a lot of company. So those who are your friends in misery, they'll hardly leave you, even when I'll not say when you make it, but you will never make it as PhD because there's always one stress or the other, whether in postdoc or the others. But
you get to meet exciting people. And that was it. I would like to thank everybody that keeps on following us. This was, I think, session 17 or 18. I think it should be 17 or 18. It means that you have missed about 16 episodes. All those 16 episodes, we have had brilliant guests from different schools. They could either be master students, but they are on a scholarship. They could be PhD students, they're on a scholarship. The beauty is, SFO is wherever there is a scholarship, we are there, and our job is to tell you that there is this scholarship here, and it's no rocket science, and these are the people that made it. They made it through the same conditions that you are, so you have no excuse. Just apply, have confidence in yourself, like Bruno highlighted, and as he said in Morocco, inshallah is yours. So see you for the next session of SFO. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, guys.